J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir pour ce Zoom le vice-président du Rassemblement national. Il est député français au Parlement européen. Jordan Bardella, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Depuis le début de l'apparition du Covid-19, vous dénoncez la gestion de cette crise sanitaire par le gouvernement. Vous-même évoquez même des incohérences. Certains ne manqueront pas de vous rétorquer que le gouvernement français ne fait ni mieux ni moins bien que la plupart des gouvernements européens. Bon, c'est pas totalement vrai. J'ai été regarder les chiffres. Vous avez par exemple sur les 14 derniers jours 200 cas de Covid qui ont été détectés en France pour 100 000 habitants, 34 cas pour 100 000 en Italie, 26 cas pour 100 000 en Allemagne. Donc en réalité, on est en train de payer là plusieurs mois d'injonctions contradictoires. D'impréparation, j'ai lu le président du Conseil de l'Ordre des médecins qui nous dit qu'on n'a absolument pas du tout tiré les enseignements de la première phase. Et je ne suis pas le seul à dénoncer les incohérences. Beaucoup de Français ne comprennent pas aujourd'hui qu'on leur dit systématiquement tout et son contraire. Le gouvernement a fait campagne pendant des mois et des mois contre le port du masque, en nous expliquant quasiment, Sibeth Ndiaye la première d'ailleurs, avec Édouard Philippe, avec l'ensemble du gouvernement, que porter un masque, c'était peut-être pire d'ailleurs que d'être confronté au Covid. Ils ont fait campagne contre les masques pendant des mois, et aujourd'hui on nous impose quasiment un masque dans notre salle de bain. Donc je dis que les Français sont prêts à tous les efforts. Ils sont prêts à cet esprit de résilience qui les a amenés à être confinés, à respecter un confinement qui était très très difficile en termes de relations sociales. Ils ont porté un masque, ils portent le masque, préférant d'ailleurs ce confinement peut-être individuel à ce confinement collectif. Mais ce qu'ils ne comprennent pas et ce qu'ils n'excusent pas, c'est les incohérences de la parole publique. Et c'est vrai que toutes ces incohérences au jour le jour où finalement on nous dit priorité à l'économie, on va vivre avec, pour ensuite 10 jours après nous dire on va fermer des restaurants de manière à peu près hasardeuse, et ben ça oui, les Français ne le comprennent pas. Alors ce constat, vous le dites que les Français le font, vous le faites avec les Français. Quelles sont les mesures que vous auriez prises? Par exemple, que vous auriez pris la décision de fermer les frontières, d'ailleurs sans concertation avec les autres pays européens, ce qui est difficile. Moi, j'ai pas de vision idéologique sur les frontières. Je considère que les frontières, c'est un peu comme la porte qu'on a chez nous. Tout le monde a une porte chez soi, vous l'ouvrez ou vous la fermez, mais c'est vous qui décidez de qui doit ou non rentrer sur votre territoire et rentrer dans votre maison. Or, c'est vrai que quand on a vu début janvier, l'année dernière, très très tôt, la Chine prendre des mesures aussi importantes de confinement, je veux dire, la Chine, pays de plusieurs millions d'habitants, ne prend pas des mesures aussi drastiques pour une petite épidémie, pour une grippette. S'ils ont pris ces mesures, c'est bien qu'il y avait des raisons de les prendre. Et donc, nous, on a très très vite dit, ça nous paraît aberrant que de continuer d'avoir des liaisons aériennes avec des pays, avec des régions, notamment la région de Wuhan, où continuait de se diffuser l'épidémie. Et en fait, on voit que les pays qui, dès le mois de janvier, dès le début de l'épidémie, ont maîtrisé les frontières, ont coupé les liaisons aériennes avec des pays où se diffusait beaucoup le virus, ont eu des résultats qui étaient bien meilleurs que les nôtres. Et c'est vrai d'ailleurs à la sortie du confinement, souvenez-vous, lorsqu'on est sorti du confinement, on nous a dit en France, et ça a été vrai aussi dans les autres pays européens, que les premiers cas de Covid qui étaient détectés sur le territoire national, que ce soit en France ou dans les autres pays européens, c'était des cas qui étaient importés de l'étranger. Donc moi, j'ai pas de vision idéologique, je dis juste que la frontière, c'est un filtre, que la frontière, c'est une protection qu'on n'a pas suffisamment utilisée dans le cadre de cette épidémie. Mais j'ai eu l'occasion cet été d'aller en Italie. Lorsque vous allez en Italie, à la frontière, vous êtes contrôlé, on prend votre température, on prend des informations sur là où vous allez. Lorsque vous rentrez dans le restaurant, on prend vos coordonnées de manière à pouvoir vous recontacter si vous avez été en contact le jour où vous êtes venu avec le virus. Or, en France, on fait rien de tout ça. Or, c'est des mesures de bon sens. Et c'est vrai Qu'est-ce que vous auriez fait de plus? La politique des tests, est-ce que vous seriez entouré d'un conseil scientifique? Qu'est-ce que vous auriez fait de plus? Moi, je pense que la France, elle meurt de ce pouvoir qui est confié à la bureaucratie. Et c'est vrai qu'on meurt de décisions qui sont prises par des technocrates, par des bureaucrates à Paris, et qui ont des applications assez inégales sur l'ensemble du territoire. Dès le début, on a dit qu'il fallait maîtriser les frontières. On a été les premiers, déjà dès le mois de février l'année dernière, à réclamer l'état des stocks de masques, de tests, de médicaments. Là, on nous a dit qu'il n'y avait aucun problème, qu'on en avait en quantité suffisante. Or, ce n'était pas le cas. Et puis, pour être très concret, aujourd'hui, il faut d'ores et déjà donner une priorité dans la politique de thèse, dans la politique de suivi au public vulnérable, aux personnes âgées, aux personnes qui ont un profil médical peut-être plus exposable au virus, que d'organiser comme ça des grandes campagnes massives de tests où tout le monde et personne peut aller se faire tester, personne ne sait s'il peut aller se faire tester ou non. Je vous rappelle que jusqu'au début du mois d'août, il fallait un certificat médical pour pouvoir se faire tester. Or, c'est vrai que tout ce flou accompagne aujourd'hui une situation d'anarchie sanitaire. Vous regardez en Italie, par exemple, vous pouvez avoir le résultat du test en 3 jours, quand il faut parfois certains
un certain délai, parfois 10, 12 jours dans certains laboratoires de la capitale pour avoir le résultat d'un test. Cette situation n'est pas acceptable. Donc il faut donner une priorité dans les tests au public fragile et il faut faire derrière un véritable suivi. Je reprends toujours l'exemple de l'Italie. Lorsque vous êtes cas contact, lorsque vous êtes positif, vous êtes pris en charge par l'autorité sanitaire locale qui se charge de recontacter les gens avec qui vous avez été en contact et de leur proposer un accès au test. C'est simple, c'est du bon sens, mais ça fonctionne. À Madrid, vous avez le résultat d'un test en un quart d'heure. Il y a encore une fois certains territoires en France où il faut parfois 8 jours pour avoir le résultat d'un test et cela n'est pas de nature évidemment à combattre l'épidémie. Alors, la semaine passée, vous avez pointé du doigt les restrictions annoncées et énoncées par le gouvernement, notamment à Marseille. J'ai écouté, vous dites, des mesures brutales, injustes. Je me suis dit, est-ce que vous allez jusqu'à demander, ou faites appel à ce qu'on appelle la désobéissance civile et pacifique? Moi, je comprends le mouvement des restaurateurs. Les restaurateurs, ils commençaient à peine à respirer que le gouvernement a fait le choix de les enterrer. On leur a dit quelques jours avant, ça va être priorité à l'économie, priorité à la relance, et donc priorité à votre activité. Et moi, je trouve ça vraiment injuste de faire porter la responsabilité de cette multiplication des cas. Encore que les chiffres disent à peu près tout et leur contraire. Si on écoute Raoult, la situation est plutôt stable. D'autres médecins disent le contraire. Donc, moi, je suis pas médecin. J'essaie simplement de faire preuve d'un peu de bon sens et de raisonner avec un esprit assez large. Et les restaurateurs sont parmi ceux qui ont été les plus prudents dans la gestion de cette épidémie. Il faut bien regarder, lorsque vous êtes dans un restaurant, on vous prend, il y a une distanciation entre les tables, on vous demande de porter un masque lorsque vous êtes debout, on vous met du gel hydroalcoolique sur les mains. Évidemment, si vous empêchez les gens d'aller au restaurant, ils feront la fête chez eux, ils feront la fête à l'extérieur, sans geste barrière, sans masque. Et donc, on a un peu cherché à leur faire porter le chapeau, alors qu'ils ont tout mis en œuvre, ils ont fait des efforts importants qui ont été ruinés par quelques décisions technocratiques qui ont été prises à Paris. Vous ne m'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il faut soutenir la désobéissance civile? Alors, sachant que à ce thème de désobéissance, on va dire factieux. Est-ce qu'il faut soutenir ou non la désobéissance? Je dis juste que ces mesures, nous ne les aurions pas prises. Le maire des Républicains, Lionel Lucas, qui n'est pas un factieux, lui, demande cette désobéissance. Mais moi, si la question, c'est pas ce qu'il faut désobéir ou pas. Je vous dis juste que si nous avions été aux responsabilités, nous n'aurions pas pris ce type de mesures. En tout cas, nous aurions fait preuve de cohérence. Et c'est vrai qu'eux ne comprennent pas les métros restent ouverts, les musées restent ouverts, vous pouvez faire la fête à l'extérieur dans les rues, vous pouvez aller dans la ville d'à côté au restaurant, mais eux ne comprennent pas effectivement ce type de décision dont j'ai dit qu'elles étaient injustes et brutales. Et effectivement, si nous avions été aux responsabilités, probablement nous n'aurions pas pris ce type de mesures. Je dis ça parce que vous parlez de termes de faire preuve de cohérence. J'ai l'impression que votre positionnement est un peu différent de celui de Marine Le Pen, qui est quand même beaucoup plus en retrait. Et le 9 septembre sur France Inter, elle appelle les Français à respecter les consignes comme porter le masque dans l'espace public. Bien sûr qu'il faut respecter. Non, mais bien sûr qu'il faut respecter les consignes. On est loin de la désobéissance. Non, mais bien sûr qu'il faut respecter les consignes de protection, de distanciation sociale. Moi, j'ai des amis qui ont été touchés par le Covid. On connaît tous d'ailleurs quelqu'un qui a eu de près ou de loin le coronavirus et qui, aujourd'hui, des amis n'ont plus forcément le goût, l'odorat. Donc, il peut y avoir des symptômes internes. C'est une maladie qu'on connaît très très peu. Mais tant qu'on n'a pas de vaccin, il faut effectivement être prudent. Mais ne tombons pas non plus dans une espèce d'hystérie sanitaire qui consiste à prendre des décisions qui sont incohérentes et à faire porter aujourd'hui la responsabilité sur telle ou telle profession, alors que le gouvernement est aujourd'hui en incapacité d'assurer des tests. La priorité, c'est de démultiplier les tests, de pouvoir obtenir des résultats très rapides et éventuellement de donner un accès, enfin du moins un délai de traitement du test qui soit extrêmement rapide. Je crois que ça doit être la priorité aujourd'hui du gouvernement. Alors cette crise sanitaire, elle a été le révélateur d'une autre crise, c'est la crise économique que vous ne cessez de dénoncer depuis de fort nombreuses années. Est-ce que c'est pour vous définitivement la fin du mythe de la mondialisation heureuse et puis la visualisation d'un seul coup de la je l'espère. globalisation Si cette crise peut sortir quelque chose de bon, quelque chose de bien pour le pays, j'espère que beaucoup se seront rendus compte que la mondialisation qu'on appelait la mondialisation heureuse, qu'on critique depuis des années, qui a consisté à nous faire passer d'une économie de stock à une espèce d'économie de flux tendu où en fait on n'a rien à disposition, où on délocalise pour des raisons de coûts, d'économie d'échelle, très très loin des produits qu'on pourrait fabriquer près de nous, qu'on fait le choix de sous-traiter des filières aussi stratégiques que nos médicaments. Rendez-vous compte, on est allé jusqu'à délocaliser 95% de notre production de paracétamol. Donc évidemment, lorsque vous êtes en période de crise, eh bien vous n'avez pas de masque, vous n'avez pas de test, puisque les écouvillons viennent également de l'étranger, et vous n'avez pas non plus de médicaments. Donc cette crise, ça a été, je crois, le révélateur de toutes les impérities de l'État. D'abord de l'impuissance du politique, face à la prise de pouvoir de l'administration, de la technocratie, de la bureaucratie. On a vu qu'il a fallu parfois
plusieurs semaines, plusieurs mois, pour que des chefs d'entreprise qui proposaient de mettre à disposition leurs entreprises pour fabriquer des masques soient entendus par le ministère de la Santé. On a vu effectivement que dans cette crise, nous avons manqué de tout. Et c'est vrai que le modèle économique que nous dénonçons depuis un certain nombre d'années, c'est le modèle économique qu'a toujours défendu Emmanuel Macron. Et j'espère qu'on pourra profiter évidemment de cette crise pour arrêter avec ces transferts toujours plus importants de souveraineté, arrêter avec cette ouverture sans limite et déraisonnée de nos frontières pour se tourner vers du bon sens, vers du patriotisme économique, vers des relocalisations aussi. On doit faciliter les relocalisations de ces filières en faisant de l'incitation fiscale, de la même manière qu'il faut aussi aujourd'hui engager une certaine forme de rééquilibrage territorial. On a vu qu'il y a beaucoup de territoires, de campagnes notamment, qui vivent très très loin des grandes métropoles, où on n'a plus rien, où les bureaux de poste ferment les uns après les autres, où il est toujours plus difficile de trouver une maison de santé, de trouver un médecin. Il faut faire ce rééquilibrage territorial. Et c'est vrai que la fiscalité, le levier fiscal, il est évidemment essentiel aujourd'hui dans cette reconquête de nos territoires. Dans le cas de Bridgestone, on voit que une forme de cynisme des multinationales. Comment on réindustrialise la France? Est-ce que, par exemple, vous êtes pour revoir les conditions de subvention publique apportées par l'État à ce type de société? Il y a deux choses. Il y a d'abord l'argent qu'on donne à ces grands groupes. Pas uniquement des grands groupes français, mais également des boîtes étrangères qui produisent sur le territoire français. Il faut que l'argent public qu'on leur donne, les aides qui leur sont données par un État stratège, soient conditionnées au maintien de l'emploi. Moi, quand je vois que Bridgestone a reçu 1,8 million d'euros au titre du CICE, un peu plus de 300 000 euros de fonds régionaux pour l'aide à la formation, et que l'entreprise a sciemment fait le choix de sous-investir volontairement sur le site de Béthune pour progressivement aboutir à sa fermeture et délocaliser la production, notamment en Pologne, eh bien, je me dis qu'il faut évidemment des contreparties. Et nous avions notamment exigé des contreparties lors du plan de relance de l'automobile. Il y a des bonnes mesures qui sont faites aussi par le gouvernement. Enfin, je veux dire, j'ai pas de vision idéologique, j'essaie d'être pragmatique. Et quand il y a des bonnes mesures, on les soutient. Mais on peut pas les soutenir de manière déraisonnée. Et il faut évidemment qu'il y ait des contreparties qui soient instaurées. Et puis il y a la question du protectionnisme aussi. Toutes les grandes puissances aujourd'hui qui marchent dans la mondialisation font du protectionnisme. Elles protègent leur marché public, elles protègent leur marché intérieur et surtout elles protègent leur industrie. Et tant qu'il sera intéressant, avantageux pour une entreprise de fermer un site en France pour aller l'ouvrir en Europe de l'Est ou pour aller l'ouvrir en Asie, eh bien effectivement que les grandes boîtes le feront. Donc il faut aujourd'hui mettre des barrières protectionnistes comme le font les États-Unis. Est-ce qu'on rétablit la préférence nationale? Je vais vous répondre sur la question très concrète du pneu, où les Asiatiques sont montés en puissance par des questions de coûts. Ils ont des productions qui valent 50% de moins que les productions américaines ou que les productions européennes. Les États-Unis, ils ont mis des barrières douanières. Ils ont décliné tout un bouclier fiscal avec 700 mesures anti-dumping qui a permis par du protectionnisme tarifaire, des questions de normes, du protectionnisme non tarifaire, de se protéger et de rétablir un certain équilibre. Et puis il faut évidemment, une préférence en matière économique. C'est-à-dire, est-ce que le Rassemblement national au pouvoir aurait aidé Michelin, qui a fermé 11 usines en Europe, plutôt que des usines Oui, bien sûr, et nous, on est favorable, favorable, au-delà de ça, dans cette logique de patriotisme économique, à un avantage qui est donné dans la commande publique aux entreprises françaises. C'est un exemple dont j'ai beaucoup parlé pendant les élections européennes, par exemple, mais dans la restauration publique, on sait que 75% du bœuf qu'on délivre dans la restauration publique aujourd'hui, dans les cantines des écoles, des collèges, des administrations, est d'origine importée, alors que notre agriculture est aujourd'hui en train de mourir. Eh bien, nous, ce qu'on défend, c'est une loi de bon sens, qui est le patriotisme économique, qui consiste à donner une priorité dans la commande publique aux entreprises françaises. Encore une fois, toutes les grandes puissances le font. Vous entendez bien aussi cette petite musique à travers cette crise économique. C'est la tentation, comme le proposait votre ancien collègue Florian Philippot, de sortir de l'Union européenne pour sauver les usines françaises. Or là, c'est une solution qui est quand même beaucoup plus rapide, peut-être aussi plus radicale, que de se lancer, je cite, dans une négociation avec les partenaires européens suivi d'un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Ça, c'est ce que vous proposez dans votre programme de 2017. Sortir de l'Europe, Florian Philippot dit, voilà, Frexit. Oui, mais à un moment donné, il faut regarder quand même que la France est aujourd'hui le pays qui applique le plus docilement la réglementation européenne. Il y a un certain nombre d'outils, la loi Florange, les décrets Montebourg, qui ne sont pas suffisamment appliqués. Moi, à un moment donné, je crois dans la politique. Voilà, je crois dans la volonté du politique. Et ces mesures, on doit les prendre, y compris si ça déplaît à l'Union européenne. Le problème, c'est que si la France se met à mettre en place ce type de mesures, les autres pays vont suivre. Et d'ailleurs, les autres pays le font. L'Allemagne protège par exemple une de ses filières qui fait aussi la richesse de sa culture, qui est la filière de la bière, avec des mesures de protectionnisme qui sont extrêmement fortes sur la bière allemande. Et bien, il faut qu'on soit capable de faire la même chose en France. Le contexte européen, il a beaucoup évolué parce que sont en train d'arriver aujourd'hui aux responsabilités, ou du moins de connaître une poussée très importante dans l'ensemble des pays européens, des partis politiques qui partagent effectivement notre volonté souverainiste de voir rétablir le protectionnisme, de voir rétablir le patriotisme économique. Et ces transformations, ces négociations, nous allons les engager avec eux. N'oublions pas que nous sommes la France et qu'à partir du moment où la France ou l'Allemagne
au sein de l'Union européenne, décide de prendre des mesures, je ne vois pas qui pourrait l'en empêcher très objectivement. De la crise sanitaire à la crise économique, il faut passer à la crise sécuritaire. J'évoquais la campagne présidentielle de 2017 et les 144 engagements de Mme Le Pen en 2017. Dans ce programme, j'ai vérifié, ne figurait plus une proposition historique importante de votre courant de pensée, le rétablissement de la peine de mort. Et cette proposition, elle ne figurait pas non plus dans le livre blanc de février 2020 qui a été remis à la presse. Or, 55% des Français soutiennent désormais le rétablissement de la peine de mort. C'est au moment où les Français sont le plus pour la peine de mort que vous omettez d'en parler? Moi, je suis favorable, pour être tout à fait franc, je suis favorable à la perpétuité réelle. Maintenant, que 55% des Français soient aujourd'hui favorables à la peine de mort, je le comprends. Je le comprends parce que les Français, aujourd'hui, n'en peuvent plus de voir des multirécidivistes qui ont été condamnés 5, 10, 15, 20 fois par la justice, qui sont passés devant un juge, qui sont passés par la cellule de garde à vue, commettre de nouvelles exactions en sortant. Lorsqu'on a vu qu'à Nantes, par exemple, il y a quelques jours, un violeur qui avait été condamné pour 12 viols, pour 12 tentatives et pour 12 viols, qui a été condamné à 18 ans de prison et remis en liberté au bout de 11 ans. La première chose qu'il fait en sortant, c'est évidemment d'aller violer une gamine et d'aller l'assassiner. Eh bien, je comprends que les Français aujourd'hui soient favorables dans une majorité, en tout cas dans ce sondage, à la peine de mort. Je veux juste leur dire que le programme de fermeté pénale que nous avons à proposer aux Français et que nous mettrons en œuvre en 2022 si on arrive à la tête de l'État est de nature à répondre aujourd'hui à cette crise de l'autorité, à ces carences gravissimes aujourd'hui en matière pénale. Moi, je suis opposé à la peine de mort, c'est une conviction parce que la possibilité de l'erreur, elle existe, elle a déjà existé dans notre pays et surtout que beaucoup de ces personnes qui sont dans une espèce d'esprit fataliste veulent de toute manière mourir en martyrs. Le problème de la prison, c'est que c'est devenu le Club Med aujourd'hui. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter des prisons. Un détenu un jour m'a dit, on n'a jamais aussi bien été traité que sous la gouvernance d'Emmanuel Macron et que sous les différents ministres de la Justice d'Emmanuel Macron. Donc il faut évidemment changer tout cela. Mais d'une manière générale, il faut rétablir l'échelle des peines, il faut rétablir les peines planchers, il faut mettre fin aux remises automatiques de peine, il faut engager la création de 40 000 places de prison pour arriver à la moyenne européenne. Or, on sait qu'aujourd'hui, nos prisons sont totalement saturées, qu'il y a 100 000 peines de prison qui ne sont pas appliquées chaque année faute de place. Mais il faut surtout qu'on engage un virage à 180 degrés de la politique pénale. Parce que les Français ont trop souvent le sentiment que la justice se place systématiquement du côté des agresseurs et non de celui des victimes. L'été, il a été meurtrier. Il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes qui sont commises dans notre pays. Il y a, j'entendais Éric Zemmour le dire, il a ça d'une source ministérielle, 120 agressions au couteau qui sont commises par jour dans notre pays. Il y a eu 900 agressions, je le disais, par jour cet été. Et donc, évidemment, tant que la justice ne fait plus peur, tant qu'on aura une justice qui est aujourd'hui gangrénée par la culture de l'excuse, par une partie de la magistrature qui fait non plus du droit mais de la politique et qui considère qu'il faut toujours donner une seconde chance, qu'il faut toujours excuser la délinquance et la criminalité, alors effectivement, ça ne sera pas de nature à répondre à cette crise d'autorité aujourd'hui dans le pays. Donc je suis favorable, moi, à la perpétuité réelle. Encore faut-il évidemment libérer des places de prison. Mais je crois que nous avons 23% de délinquants et criminels étrangers. Nicolas Sarkozy avait supprimé la double peine. Voilà peut-être une occasion de faire de la place. 144 engagements. Un engagement, c'était de donner plus de moyens à la justice. Le budget de la justice, il va augmenter de 8% en 2021. Vous êtes satisfait? Dupond-Moretti est votre ami? Oui, non, je suis satisfait, mais je suis pas socialiste. Je ne pense pas que tout se règle à coup de fric. Et je pense qu'il faut évidemment des moyens à la justice, mais lorsque j'ai entendu il y a quelques jours, la semaine dernière sur France Télévisions, le témoignage des parents d'Adrien Pérez, ce jeune de 26 ans qui a été assassiné à Grenoble à la sortie d'une boîte de nuit parce qu'il était là au mauvais moment, parce qu'il avait voulu défendre des amis qui se faisaient agresser. J'ai dit pendant les élections européennes que j'appartenais à une génération qui pouvait mourir pour un regard de travers ou pour une cigarette refusée. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Adrien Pérez. Ses parents ont témoigné devant le Premier ministre, M. Castex, de leur désespoir de voir aujourd'hui la justice incapable de protéger les Français de ce type de violence, de cet ensauvagement de la société. Et lorsque je vois M. Castex leur répondre simplement qu'il va augmenter le budget de la justice de 8%, je me dis que ces gens-là ne comprennent pas les souffrances des Français et ne comprennent pas les souffrances de ces familles et de ces victimes. Donc évidemment qu'il faut renforcer le budget de la justice, évidemment qu'il faut donner des moyens à la justice, mais quelle justice? La question, c'est quelle est la politique qui va être mise en œuvre derrière? Et si on n'engage pas aujourd'hui un tournant à 180 degrés de la politique pénale, si on ne se tourne pas vers la fermeté totale aujourd'hui en matière pénale, alors évidemment que vous pourrez donner des moyens, mais si les juges remettent en liberté des gens qui représentent un danger pour la société française, alors nous aurons encore ce type de drame. Votre mouvement a toujours fait le lien entre insécurité et une certaine immigration. Est-ce que d'autres font le lien entre ensauvagement et grand remplacement? Est-ce que ce terme de grand remplacement, ça fait toujours débat au sein de votre formation politique? Parce que Jean-Luc Mélenchon lui dit, il y a une créolité
créolisation Non, de ça la fait pas société. débat. Et il dit c'est un fait. Non, ça fait pas débat. Grand remplacement sous-entend. Vous avez peur de le Non, dire. pas du tout. Le grand remplacement sous-entend qu'il y a un complot derrière ou qu'il y a une volonté assumée au Quand plus haut Jean-Luc sommet de Mélenchon l'État. dit qu'il y a une créolisation de la société, il dit pas qu'il y a un complot derrière. Oui, C'est un fait. j'assume. Moi, j'ai grandi, si vous voulez, en Seine-Saint-Denis. Et j'ai vu cette substitution de la population s'opérer. Mais je veux dire, ce terme de substitution de population, il est utilisé par Guy Lui, il est utilisé par Tribala. Donc, je veux dire, il n'y a plus de débat là-dessus. Moi, du haut de la fenêtre de ma cité dans laquelle j'ai grandi, j'avais en face de ma fenêtre une école coranique où sortaient à 5-6 ans des gamines qui portaient le voile. Donc, je veux dire, aujourd'hui, c'est une réalité. La seule question, c'est est-ce qu'on accepte aujourd'hui ce basculement démographique qui s'est déjà opéré dans un certain nombre de territoires où ceux qui étaient là avant sont contraints de partir parce qu'ils ne supportent plus la violence, qu'ils ne supportent plus les trafics de drogue, qu'ils ne supportent plus la manière dont les responsables politiques ont confié les clés de ces territoires aux fondamentalistes islamistes. Ça, c'est une réalité. Mais ça concerne aussi, d'ailleurs, des Français issus de l'immigration. Moi, j'ai vu beaucoup de Français issus de l'immigration en Seine-Saint-Denis me dire ce qu'on a fui d'Algérie dans les années 90 avec le GIA, on est aujourd'hui en train de le retrouver dans nos quartiers en France. Et ça nous inquiète. Donc, moi, je suis très très clair là-dessus. Il ne s'agit pas de cacher la vérité aux Français, il s'agit simplement de leur apporter des solutions. Et ceux qui ne voient plus aujourd'hui le lien entre l'immigration, entre la poussée de ces violences, entre l'attaque que nous avons connue à Charlie Hebdo il y a quelques jours contre des journalistes et la politique d'anarchie migratoire aujourd'hui dans notre pays, alors on ne peut plus rien pour eux. En vérité, ce type, il n'avait pas à être là. Et si nous avions été aux responsabilités, ce Pakistanais, il aurait été au Pakistan. Parce que nous aurions mis fin à cette escroquerie des mineurs isolés qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent dans notre pays, qui se font passer pour des mineurs, qui dans 2 tiers des cas ne sont pas mineurs, qui bénéficient de l'aide sociale à l'enfance, qui nous coûtent beaucoup d'argent. Ce type qui s'en est pris à Charlie Hebdo il y a quelques jours, ce Pakistanais, ça fait 2 ans qu'il est là et qu'il bénéficie du statut de mineur non accompagné. Les Français doivent savoir qu'un mineur non accompagné, c'est 50 000 € par an, d'après l'Assemblée des départements de France. Et donc sur 2 ans, ça fait 100 000 €. Ça veut dire qu'en plus d'en assumer le coût, on doit en assumer la poussée des violences, de l'insécurité, de la délinquance et de la criminalité. À Bordeaux, 44% des faits qui ont été commis, des faits délictuels qui ont été commis depuis janvier, sont le fait de ces mineurs étrangers. À Rennes, j'entendais le procureur de la République nous dire il y a quelques jours la poussée de la délinquance sur ma ville, à Rennes, qui n'est pas réputée être une ville de droite, une ville proche du Rassemblement national, qui est plutôt réputée être une ville de gauche. On nous explique que la poussée de la délinquance et de la criminalité, elle est liée à ces mineurs étrangers. Donc, à un moment donné, il va falloir dire les choses. Et si on ne met pas de l'ordre aujourd'hui dans notre politique migratoire, si on ne coupe pas toutes les pompes aspirantes qui font que ces gens peuvent venir, peuvent bénéficier d'allocations sociales, peuvent bénéficier des soins gratuits, très souvent au détriment de nos compatriotes, eh bien si on ne coupe pas ces pompes aspirantes et qu'on ne met pas en place une politique dissuasive d'immigration, alors nous subirons effectivement ce que Stephen Smith appelle dans son bouquin cette ruée vers l'Europe. Plusieurs fois, vous avez dit dans cette intervention, être aux responsabilités, être aux responsabilités. Le Rassemblement national va-t-il disparaître ? Va-t-il disparaître ? C'était le titre d'une vidéo sur le site Figaro Live. C'était il y a 2 jours, en 2018. Le parti affichait une dette de 24 millions d'euros. Cette précarité financière, les nombreux procès auxquels vous faites face, peuvent-ils mener à la disparition du procès que RN ? nous remportons. C'est-à-dire qu'on nous lance toujours des boules puantes quelques jours avant les élections, qui font toujours grand bruit médiatique. Et lorsqu'on gagne nos procès, c'est vrai que là, les dépêches de l'AFP sont tout de suite beaucoup plus discrètes. Non, le Rassemblement national ne va pas disparaître. Je sais que beaucoup auraient aimé, à l'issue de l'élection présidentielle, que le Rassemblement national disparaisse. On nous avait même expliqué que Mélenchon serait l'opposant numéro 1 à Emmanuel Macron. La réalité, c'est que le Rassemblement national, parce qu'il porte en lui les souffrances des Français, qu'il porte en lui des idées qui sont, je le crois, majoritaires dans le pays, n'a pas disparu et ne disparaîtra pas. Qu'il est aujourd'hui un mouvement qui réussit à attirer des gens qui ne viennent pas forcément du Rassemblement national, des gens qui nous viennent de la droite populaire, comme Jean-Paul Garot, comme Thierry Mariani, qui sont des gens de qualité avec qui nous avons vocation demain à composer un gouvernement. Maintenant, la réalité, c'est que nous sommes à 2 ans de la présidentielle et que cette élection, ça sera plus qu'un choix de parti, ça sera un choix de société. Ça sera un choix de société entre les nationaux, entre ceux qui défendent le localisme, l'aspiration à la proximité, à la souveraineté nationale, et le camp d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on fait campagne sans argent ? On fait campagne sans argent. Alors je vais vous répondre. Je veux juste vous dire que cette élection présidentielle, c'est, selon le modèle de la Ve République, selon cette tradition gaullienne, la rencontre entre un homme ou une femme et le peuple français. Et donc, ce n'est pas la rencontre entre des partis politiques. De ça, je vais vous répondre aussi. Mais sur la question financière, est-ce qu'on peut faire campagne sans argent ? Non. D'ailleurs, si vous connaissez une banque qui souhaite prêter au Rassemblement national, nous sommes preneurs parce que
Je vous rappelle que Marine Le Pen est la seule candidate lors de la dernière élection présidentielle qui n'avait pas trouvé de prêt pour financer sa campagne. Donc désormais, nous assumons de nous tourner vers les Français pour financer nos campagnes, car financés par les Français, par nos sympathisants, nous resterons libres. Je pense que vous en savez quelque chose ici à TV Liberté, mais nous avons fait ce choix aux élections européennes, où les Français, nos électeurs, nos militants, nos élus, nos adhérents prêtent au Rassemblement national avec un prêt qui est généralement assez avantageux de 5% et qui leur permet de financer de manière directe la démocratie, ce qui nous permet de contourner le système bancaire, mais nous n'avons pas le choix, c'est la condition pour rester libre et pour pouvoir continuer à faire de la politique, malheureusement, puisque les banques ne jouent pas le jeu. Rencontre d'une femme avec le peuple français, sondage est là, 34% des Français pensent probablement voter pour Marine Le Pen en 2022. Sondage IFOP, 35% des Français pensent que Marine Le Pen a la stature de président de la République, 48% la considèrent proche des préoccupations des Français, mais dans le même temps, Jordan Bardella, ça ne vous a pas échappé. Dans le même temps, aux élections législatives partielles, le Rassemblement national stagne, alors qu'il est sur des rapports d'élections de 2014 où il avait fait 13% au niveau national. Au sénatorial, vous remportez un peu par surprise le siège dans les Bouches-du-Rhône, mais vous perdez celui du Var. En fait, on s'aperçoit que, est-ce que le RN, c'est pas un peu le boulet de Marine Le Pen ? Enfin, il y a juste eu aux élections municipales, il faut quand même le rappeler, une crise sanitaire majeure avec la veille des consignes à rester chez eux, pour les gens à rester chez eux. C'est valable pour toutes les formations politiques. Oui, c'est vrai, mais ça a favorisé. Non, mais vous avez raison. Mais d'ailleurs, ça a favorisé les sortants. Et d'ailleurs, dans la plupart de nos villes, nous avons été réélus dès le premier tour parce que c'est vrai que ce contexte a favorisé les gestionnaires et les bons gestionnaires. Mais là, pour les partiels. En vérité, les partiels n'ont jamais attiré les foudres. Il faut être sincère. Les élections partielles n'attirent jamais. Les taux de participation sont quand même très faibles. Moi, je regarde les élections intermédiaires qu'il y a pu avoir lors de ce quinquennat, l'élection européenne que nous avons remportée, élection régionale pour laquelle nous sommes crédités en tête, en Occitanie, en région Bretagne, avec des sondages qui sont assez surprenants. Maintenant, si vous voulez, moi, je fais pas de la politique en fonction des sondages. Je dis juste qu'aujourd'hui, on porte les aspirations majoritaires et que Marine Le Pen est en tout cas la candidate qui va porter l'ensemble de ses idées, l'ensemble des idées nationales lors de l'élection présidentielle. Est-ce que le Rassemblement national, c'est pas un boulet pour Marine Le Pen ? Mais Marine Le Pen quittera la présidence probablement du Rassemblement national pour aller au-delà du Rassemblement national. Le Rassemblement national n'est pas un boulet. Ah non, mais vous-même en 2012, vous dites, j'ai pris ma carte pour Marine Le Pen, pas pour le Front National à l'époque, dont le président en 2012... C'était Marine Le Pen. C'était Marine Le Pen, tout à fait. Mais parce que la politique, pour Marine Le Pen, parce que la politique, parce que la politique, ça s'incarne. Parce que la politique, ça s'incarne, et ça s'incarne avec un représentant politique, avec un leader, avec un chef. Et nous, ce chef, nous l'avons. Alors oui, vous pourrez me dire, les Républicains sont pas morts, parce que les Républicains sont devenus un syndicat d'élus. Donc eux, effectivement, ils ont beaucoup d'élus, mais ils font plus de politique. Voilà, ils ne pensent plus, ils n'ont plus d'idées, ils ne défendent plus à la fois les souffrances, les aspirations des Français. Or, cela, nous l'avons. Donc, aux quelques grincheux qui sont à la périphérie de notre mouvement, je leur dis, faites preuve d'esprit de rassemblement, venez travailler avec nous, venez apporter votre pierre à l'édifice. Et je suis convaincu que si notre famille politique se rassemble autour de la candidate légitime aujourd'hui de notre camp, alors nous pourrons battre Emmanuel Macron en 2022. Je reviens sur votre formation politique, ce n'est pas un astre mort, c'est important de le dire, parce que vous allez être président du Rassemblement national. Marine Le Pen va quitter ses fonctions, ce sera vous qui prendrez la présidence. C'est Marine Le Pen qui le décidera. Vous êtes le vice-président. En l'occurrence, moi, ce que je vois, c'est que on nous annonce la mort du Rassemblement national depuis maintenant 30 ans, élection après élection. Or, le Rassemblement national est un mouvement politique qui continue d'attirer à lui des gens qui viennent de l'extérieur, des gens qui viennent de la société civile. Lors de ces élections municipales, nous avions beaucoup de gens qui ne croient plus dans les Républicains, qui ont fait le choix de travailler à nos côtés, parce que nous acceptons aussi d'avoir des gens qui sont de sensibilités différentes. Y compris Marion Maréchal ? Des gens, mais... Marion a fait le choix d'en partir. On peut pas gagner seul. Comment on peut rassembler quand on n'est pas capable de rassembler tout le monde, y compris ceux qui sont à vos portes ? Mais écoutez, lors d'une élection présidentielle, s'il y a bien une élection qui se gagne seule, c'est bien l'élection présidentielle. C'est bien une élection qui se gagne hors parti. Entre la femme et l'homme qui est choisi par un mouvement, il faudra une majorité. L'intégralité des Français. Mais les préfets, nous les aurons. L'administration, nous l'aurons. Vous aurez une majorité à l'Assemblée nationale ? Je ne suis pas inquiet par cela. On nous a dit exactement la même chose lorsque nous sommes arrivés à la tête d'une vingtaine de municipalités en 2014. On nous a dit, mais ça va être le chaos, vous ne pourrez pas gérer, vous n'aurez pas les fonctionnaires municipaux pour gérer, ça va être le chaos. Or, notre bilan, il a été bon, il a été très bon. Nous avons été réélus dans la plupart de nos villes dès le premier tour. Donc, je ne suis pas inquiet pour cela. Et je vais vous dire, 2022, ça sera un choix de société entre ce front populaire, populiste que nous incarnons, et si somme toute être populiste, c'est défendre le peuple, alors j'en accepte l'étiquette, et les idées qu'incarne Emmanuel Macron. Lorsqu'il a été élu en 2017, il nous a dit, au second tour, il nous a dit ça sera moi ou le chaos. Finalement, les Français, ils ont eu les deux. Ils ont eu la politique d'Emmanuel Macron dans tout ce qu'elle a de similaire à celle de ses prédécesseurs et des tensions toujours plus accrues dans les rues du pays. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les mobilisations contre la réforme des retraites. Or, je crois que beaucoup de Français aujourd'hui partagent les constats que nous avons faits et désormais, je crois qu'ils en partagent les solutions. Et on a bien vu
le ministre de l'Intérieur qui, il y a quelques jours, nous évoque l'ensauvagement de la société. S'il pouvait non pas seulement s'inspirer de nous sur les constats, mais aussi sur les solutions, alors je pense que ça irait très très bien pour le pays. Alors je tourne la question différemment. Vous êtes pour ce Rassemblement national, pour ce grand rassemblement, dans lequel ne figure plus Marion Maréchal, Robert Ménard, dans lequel ne figurent que des candidats qui se déclarent candidats à la présidentielle, comme Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Frédéric Poisson. Oui, mais vous savez, il y a des gens... Pourquoi tous ces gens-là restent autour ? Pourquoi ils ne rentrent pas ? Parce que, vous savez, il y a en politique, il y a toujours des affaires d'ego, il y a toujours des affaires de susceptibilité personnelle. Ils sont tous susceptibles. Et il y a les quelques-uns dont vous m'avez cité, mais ce qui n'est pas le cas de Thierry Mariani, de Jean-Paul Garot, des maires que nous avons fait réélire, de Stéphane Ravier, qui a été brillamment réélu au Sénat, d'un certain nombre de gens qui, des Républicains, font le choix de travailler avec nous. Donc il y a parfois des affaires de sensibilité, des affaires d'ego, des gens qui pensent être mieux placés que les autres alors qu'ils ne le sont pas dans les sondages. Mais je veux dire, c'est pas grave. Voilà, moi j'espère juste que ces gens-là, qui veulent faire aventure solitaire pour pas grand-chose, d'après les sondages, pareil pour Nicolas Dupont-Aignan, alors que nous partageons l'essentiel. Donc je dis à ces gens-là, ne perdez pas de temps, venez travailler avec nous. Nous sommes ouverts à des gens qui ne sont pas forcément issus du Rassemblement national. Et j'espère que ces gens-là, au second tour de la présidentielle, prendront leurs responsabilités. Lorsque j'entends Robert Ménard nous dire « je ne sais pas si je vais choisir entre Macron et Le Pen », alors je ne crois pas que ce soit rendre service aux idées sur lesquels il a, je vous le rappelle, été élu en 2014 avec le soutien du Rassemblement national, donc c'est pas grave. Et pour ces gens-là, lorsqu'il s'agit de se faire élire, pour eux, le Rassemblement national, il n'est pas mort, puisqu'ils viennent nous chercher, ils viennent nous tendre la main, ils viennent travailler avec nous lorsqu'ils souhaitent se faire élire à la tête de mairie, par exemple. Mais je veux dire, c'est pas très grave. Voilà, moi, c'est pas très grave, et nous serons évidemment toujours ouverts à des gens qui ne sont pas forcément totalement 100% RN, qui partagent l'essentiel avec nous, parce que n'oublions pas que nous défendons les Français, nous défendons leurs souffrances, que nous portons leurs aspirations, et pour eux, nous avons le devoir de nous rassembler. Vous êtes une nouvelle génération par votre âge, par aussi votre réussite aux européennes. La suite pour vous, je vous ai dit président du Rassemblement national, oh non. Alors vous faites quoi ? Vous dirigez les régionales dans une grande région en Ile-de-France, par exemple ? Je dirige les élections régionales pour l'instant. Il y a beaucoup d'élections qui vont arriver, les départementales, les régionales, les présidentielles. Est-ce que vous serez candidat ? Moi, alors pour l'instant, j'ai dit que je n'étais pas candidat aux élections régionales. En tout cas, je ferai campagne partout en France pour aller évidemment soutenir nos candidats. Et j'émets le souhait que les idées pour lesquelles je me bats, pour lesquelles je me suis engagé en Seine-Saint-Denis, pour une candidate d'ailleurs, Marine Le Pen, arrivent à l'Élysée, arrivent au pouvoir, parce que je crois que notre pire ennemi, c'est peut-être le temps. Et chaque jour qui passe, c'est un jour où des entreprises ferment, où la ruralité voit disparaître ses services publics, où une politique migratoire toujours plus énergique crée des dégâts dans notre pays. Et je pense qu'il est urgent que nous, les souverainistes, arrivions aux responsabilités. Merci Jordan Bardella. Merci beaucoup Jordan Bardella, qui ne sait pas s'il sera président du Rassemblement national. On verra cela. Merci à vous. C'est Marine Le Pen qui décidera.